son intervention prise dans son intégralité, qui se termine par cette citation de sa grand-mère, est beaucoup plus révélatrice qu'un simple bon mot sorti devant le Sénat. Pourquoi ? Alors, je l'ai décomposé en 3 épisodes. C'est une intervention très courte. La première chose, c'est que Éric Dupond-Moretti répond donc à la question sur les violences qui ont émaillé le meeting d'Éric Zemmour, et dit, puisque la justice est saisie des faits, en tant que garde des Sceaux, je ne peux pas le commenter. Bon, il le fera dans la foulée, mais ça, on a l'habitude. Donc, il dit qu'il ne peut pas les commenter, car, il explique, contrairement à ce qu'affirme celui qui était à la tribune, alors déjà j'aime bien ce côté Voldemort, il ne faut surtout pas prononcer son nom, c'est un peu ridicule, mais donc contrairement à ce qu'affirme celui qui était à la tribune, les juges de ce pays sont complètement indépendants et ils en font la démonstration tous les jours. Alors ici, je ne vais pas du tout faire le débat de l'indépendance ou non des juges, de leur politisation ou non. Je ne suis pas tellement d'accord ni avec Éric Zemmour ni avec Éric Dupond-Moretti sur ce sujet, mais je note quand même que la critique venant d'Éric Dupond-Moretti m'a bien fait rigoler, parce que j'ai sorti quelques citations. Éric Dupond-Moretti, avocat, avant de devenir garde des Sceaux, était quand même connu pour ses mots extrêmement durs, parfois extrêmement violents à l'égard des magistrats. Et on le sait d'autant plus que sa seule nomination au poste de garde des Sceaux a fait hurler tous les magistrats de ce pays. Et depuis, c'est pas le grand amour. Alors, je vous cite 2012, Éric Dupond-Moretti. « Je pense que les procureurs doivent sortir des palais de justice. Le système est totalement gangréné. » Bon. 2014, je suis pour un système qui mette en place la responsabilité des juges. La justice est indépendante, oui, mais l'indépendance ne signifie pas faire n'importe quoi. Éric Dupond-Moretti, en 2020, c'est un peu plus proche de nous, souvenez-vous, dans l'histoire de une des affaires Sarkozy, où les juges recherchaient une taupe qui prévenait Nicolas Sarkozy et son avocat. Certains avocats avaient, enfin les fadettes, donc les listes des appels téléphoniques, avaient été épluchées, oui, dont celle d'Éric Dupond-Moretti. À l'époque, il avait quand même parlé de méthode de barbouze. Il avait porté plainte qu'il avait retirée le jour où il avait été nommé garde des Sceaux. Je ne vais pas vous faire toutes les citations d'Éric Dupond-Moretti sur la justice et notamment sur les magistrats, mais je ne crois pas qu'il n'ait de leçons à donner à qui que ce soit dans ce pays sur la défiance à l'égard des magistrats ou de la justice en général. Donc on comprend que c'est une critique un peu gratuite de celui qui est devenu garde des Sceaux et qui explique qu'en fait, on comprend bien derrière, la remise en cause des institutions, c'est anti-républicain et on retombe dans le discours habituel. La deuxième chose que dit Éric Dupond-Moretti, il poursuit sur la question des violences et là il dit, disons-le clairement, les violences sont partout, elles sont dans le meeting et elles sont dans le discours. Donc, alors là, venant d'un ministre de la Justice, entretenir la confusion entre des violences physiques à l'encontre de personnes et la violence d'un discours, il ne s'étend pas du tout sur qu'est-ce qui était violent dans le discours précisément, mais c'est pour ça que j'ai noté immédiatement le ministre du sentiment d'insécurité. Éric Dupond-Moretti nous a souvent dit avant, mais surtout étant ministre de la Justice, étant quand même au courant à la fois de ce qui se passe dans le pays en termes d'agression, mais aussi de ce qui se passe dans les tribunaux qui sont absolument débordés, alors pour des contentieux de toutes sortes, mais notamment pour des questions d'insécurité physique. Le ministre qui est capable de nous parler de sentiment d'insécurité, qui compare devant le Sénat la violence des coups à celle des mots présumés du discours d'Éric Zemmour, avec lequel il a évidemment le droit de ne pas être d'accord, mais sur lequel il peut répondre, j'ai trouvé ça quand même assez énorme. Enfin, la manipulation est quand même complètement dingue de renvoyer dos à dos le discours d'un candidat à la présidentielle et les coups qui sont échangés dans un meeting, notamment envers le candidat lui-même. La troisième chose, Éric Dupond-Moretti achève donc son intervention, c'est là qu'intervient sa grand-mère, et je le cite encore, Éric Zemmour, nous explique depuis des mois qu'il veut rétablir l'ordre républicain qui serait, selon lui, déliquescent, et il est incapable d'assurer la sécurité de son propre meeting. Et là, il cite sa grand-mère, donc, avant de vouloir ranger la rue, range ta chambre. Alors là, j'ai trouvé ça vraiment, franchement, vraiment énorme, en fait. Pourquoi ? D'abord parce que... D'abord, la première partie de sa phrase, il nous explique que Éric Zemmour inventerait l'idée que l'ordre républicain est déliquescent dans ce pays. Alors, je ne vais pas expliquer à Éric Dupond-Moretti que même dans son gouvernement, on parle de quartier de reconquête républicaine. C'est bien qu'a priori, l'ordre est un petit peu déliquescent, que le nombre d'homicides... Enfin, on a analysé l'augmentation des violences faites aux personnes dans ce pays qui est évidemment dramatique. Les policiers qui sont agressés en permanence. On a quand même, ces six derniers mois, on va dire, des tribunes de quasiment des magistrats, des policiers,
de l'armée, souvenez-vous, des gens qui sont quand même tenus au devoir de réserve, qui prennent la plume et qui signent. Il y a évidemment un problème de l'ordre républicain, appelons-le comme on veut, et c'est pas Éric Zemmour qui a inventé la déliquescence. Après, qu'il y ait des débats politiques sur la manière de répondre à ce problème, c'est une chose, mais c'est évidemment pas Éric Zemmour qui l'invente. Et alors ensuite, l'attaque concernant l'incapacité à ranger la rue puisqu'il n'aurait pas rangé sa chambre. Là, je voudrais quand même rappeler à Éric Dupond-Moretti qu'il fait partie d'un gouvernement un gouvernement qui travaille sous les ordres d'un président de la République qui est, lui, le patron de La République En Marche, et qu'au sein de La République En Marche, on a, par exemple, il faut se souvenir quand même, un député LREM qui en a attaqué un autre à coups de casque. Une députée LREM qui a été accusée d'avoir mordu un chauffeur de taxi. On a un homme qui était proche du président de la République, M. Benalla, qui avait enfilé lui-même un brassard de police pour aller, souvenez-vous, taper dans une manifestation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils lâchent les rênes tout de suite parce qu'ils sont incapables de ranger leur chambre? Ça veut dire qu'il faut imputer à celui qui est chargé de décider les violences qui peuvent être commises par des personnes, soit dans l'entourage, soit des personnes proches. Ça n'a absolument, évidemment, aucun sens. Et donc il faut, évidemment, renvoyer ces personnes-là à ce qu'elles disent mot à mot. Et ensuite, évidemment, peut-être le plus choquant, c'est qu'il finit par faire peser sur Éric Zemmour les violences dont il est victime. Parce que si on reprend tout avant le meeting, on se souvient de Marseille, on se souvient des agressions envers même le restaurateur qui a reçu Éric Zemmour et qui continue à avoir des problèmes, de certains commerçants qui voulaient recevoir Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, et qui n'ont pas pu le faire parce qu'ils avaient eu des menaces. On a vu des groupes différents appelés à venir faire taire Éric Zemmour. On a vu des personnes interpellées avant le meeting avec sur eux des cocktails Molotov, des couteaux et toutes sortes de choses qui a priori ne sont pas faites pour applaudir ou simplement contester par les mots le candidat qui était en train de s'exprimer, et faire peser sur un candidat à la présidentielle les violences dont il est la victime ou dont les personnes qui veulent le soutenir sont la victime, c'est quand même assez incroyable, et ça l'est encore plus dans la bouche d'un ministre de la Justice. À partir du moment où certaines personnes sont classées à l'extrême droite, selon le terme désormais consacré, ce qu'ils disent et seraient accolés à la violence que finalement ils finissent par recevoir. Et là, on retrouve la confusion entre la violence présumée des mots et donc la légitimité des coups qu'ils recevraient en échange. Alors, il faut refaire l'histoire. Il y a des militants, souvent d'extrême gauche, en l'occurrence violents, qui menacent de censure, qui agressent, qui troublent l'ordre public, qui veulent empêcher des personnes de s'exprimer. Ils sont dénoncés par les personnes qu'ils visent, en l'occurrence Éric Zemmour, et quand ils se déplacent, les mêmes personnes qui les accusent d'être violents génèrent eux-mêmes la violence. Et le traitement médiatique général, on va dire, ça devient avant le déplacement, en l'occurrence d'Éric Zemmour, avant le déplacement, ça devient « attention, le déplacement d'Éric Zemmour pourrait générer un trouble à l'ordre public », comme si sa seule présence le générait. Non, c'est quand même des antifas, en l'occurrence, qui décident de troubler l'ordre public. Et après le déplacement, on va dire, vous voyez bien, Éric Zemmour, à chaque fois qu'il se déplace, il y a un trouble à l'ordre public. On pourrait prendre tous les autres exemples de toutes ces conférences qui sont annulées parce qu'il y aurait un risque de trouble à l'ordre public, parce que des gens ont prévenu qu'ils troubleraient la conférence et que donc le trouble arrivera. À la fin, ce sont donc les personnes réellement violentes, en l'occurrence les antifas, qui gagnent. Et on fait en plus peser la culpabilité de la violence sur la personne qui est visée par la violence réelle. C'est quand même, la manipulation est complètement dingue. On a vu ça aussi avec Sciences Po, lorsqu'on en parlait l'autre jour. Alors, et pourtant, cette violence en politique, Charlotte, est bien réelle. Oui, comment l'analyser? C'est ça, on a vu des échanges de coups, on a vu, c'est pas nouveau, il y en a eu dans ce meeting-là, il y en a eu partout ailleurs. Moi, ce que je voudrais noter, c'est qu'il y a une violence de militants qui se revendiquent d'extrême gauche, qui est clairement pas du tout traité à mesure d'autres violences par des gens d'une gauche beaucoup plus respectable dans la manière de se présenter, dans la manière de défendre ses idées. La condamnation est timide, voire elle n'existe pas. Et quand il y a des violences qui sont données par des personnes qui se revendiquent de droite ou d'extrême droite ou par certains groupuscules, il n'y a qu'à voir la réaction d'Éric Zemmour qui dit « Ah moi, pardon, donner un coup de poing à n'importe qui dans mon meeting, c'est hors de question. La condamnation, elle est immédiate et vous pouvez chercher tous les hommes politiques de droite que vous voulez. Jamais ils ne reprennent à leur
leur compte, où ils n'instrumentalisent, où ils ne modèrent la violence qu'il peut y avoir chez certains de leurs fans ou dans leur rang ou dans les rangs de leur meeting. Donc en fait, à la fin, on accuse la droite ou ceux qu'on accuse d'être d'extrême droite de porter la violence, mais dans les faits, la violence réelle et la violence physique, elle est toujours du même côté, et même la violence symbolique ou la violence des mots, puisqu'on se souvient que ceux qui veulent faire taire, ceux qui veulent censurer, ceux qui veulent empêcher des conférences, sont quand même essentiellement des gens qui se situent eux-mêmes à l'extrême gauche.